Très bien. Bonjour à tous. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler de problématiques où des molécules d'eau, est-ce que j'ai le pointeur qui fonctionne? Oui. Voilà, où des problématiques, donc où des molécules d'eau se situent aux interfaces de matériaux en général et de matériaux hybrides en particulier. Et je vais vous montrer que la RMN du solide est une technique qui est capable d'amener des informations structurales qui peuvent expliquer le rôle de ces molécules d'eau. Alors, les molécules d'eau aux interfaces, c'est une problématique qui est largement ubiquiste, qui va de la biologie jusqu'à la science des matériaux. Alors la biologie, ça paraît naturel, puisqu'effectivement on est constitué nous-mêmes à peu près jusqu'à 70% en eau. Donc ces molécules, on va les retrouver à l'interface de plusieurs systèmes. On peut penser en particulier aux cellules. Donc les molécules d'eau à l'interface avec les membranes participent à la stabilité de la bicouche lipidique. On peut penser aussi aux protéines, puisque ces molécules d'eau vont participer à l'établissement de la structure secondaire et tertiaire. Peter Fratzen en a parlé un peu ce matin. Dans le cas de la biominéralisation, l'eau aussi va jouer sur la transformation et la cristallisation de certains biominéraux. Et puis, d'une manière plus générale, en sciences des matériaux et en géologie, les molécules d'eau qui sont absorbées, voire confinées dans des matériaux de type oxyde, argile ou matériaux poreux vont déterminer leurs propriétés. Et cela jusqu'à la catalyse, par exemple, puisqu'il y a des exemples où les molécules d'eau aux interfaces participent au processus catalytique. Voilà, donc pour étudier ces systèmes-là, on a besoin de techniques d'analyse, on a besoin de caractérisation. Il y a des méthodes qui existent, comme la spectroscopie infrarouge, la TDTG par exemple, ou des méthodes plus globales, on va dire, des méthodes de visualisation, comme le cryosème ou le thème in situ, qui vont vous renseigner par exemple sur la structure générale de votre système en présence d'eau. Néanmoins, on n'a pas particulièrement avec ces systèmes-là, avec ces caractérisations-là, des informations qui sont structurales. Alors moi, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que la RMN du solide est capable, elle a un rôle à jouer là-dedans pour amener ce type d'informations. Alors pourquoi c'est une technique qui est intéressante? C'est une technique intéressante parce que c'est une sonde locale. On va pouvoir étudier le noyau qui nous intéresse. Et c'est une technique aussi qui est non destructive. Donc on va pouvoir étudier des échantillons qui vont être intacts, voire hydratés. Alors les informations structurales que l'on va obtenir via la RMN, c'est des informations sur l'environnement chimique immédiat du noyau que l'on étudie, par le déplacement chimique, des informations sur les proximités, sur les distances entre groupements, via l'étude de l'interaction dipolaire. On va avoir des informations aussi sur la dynamique. Ça, c'est quelque chose qui est très important lorsqu'on étudie les systèmes interfaciaux comme ça. Donc via aussi l'interaction dipolaire, voire l'anisotropie de déplacement chimique. Alors, l'eau en RMN du proton, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Voilà, donc vous avez un signal qui est ici, ça c'est de l'eau libre, qui est très intense, très fin, qui se situe vers 5 ppm. Et il est tellement intense ce signal-là qu'il va vous masquer tous les autres groupements protonés susceptibles d'être présents dans votre matériau. Donc là, en réalité, ce n'est pas un spectre d'eau, c'est en réalité le spectre d'un os, un os frais, donc hydraté. Bien, vous voyez que dans ce cas-là, l'eau libre, son signal va masquer les résonances protons des autres composantes de l'os, c'est-à-dire le collagène et l'apatite, qui sont pourtant majoritaires par rapport à l'eau. Alors à l'opposé, on a ce que je vais appeler de l'eau structurale, de l'eau cristalline, où là, cette fois-ci, on va avoir des signaux qui sont plus larges, et le déplacement chimique, lui, va dépendre de la force des liaisons hydrogènes qui sont engagées pour ces protons des molécules d'eau, comme c'est le cas ici, on peut le voir sur la structure ici de la brochite. Et puis il y a le cas intermédiaire, c'est le cas qui va nous intéresser aujourd'hui, le cas de l'eau donc adsorbée ou confinée. Là j'ai pris l'exemple d'un phosphate de calcium amorphe, mais j'aurais pu prendre l'exemple d'une silice par exemple. On va avoir un signal qui va être très large, une grosse bosse comme ça, centrée vers 5-6 ppm, dont les caractéristiques vont dépendre d'un échange, ou plutôt d'échanges chimiques en général, en particulier de deux types. Un échange entre molécules d'eau, donc les molécules qui vont être adsorbées à la surface du matériau, et puis les molécules libres qui vont être, par exemple, les molécules qu'on va trouver si le matériau est hydraté, ou bien les molécules qui se trouvent dans l'air ambiant, si jamais votre matériau est sec. Et puis deuxième type d'échange, important aussi, mais cette fois c'est un échange de protons entre les protons de la molécule d'eau et puis les protons de l'espèce du groupement hydroxylé qu'on va retrouver en surface, par exemple, d'un matériau d'oxyde. Donc là, la RMN va être sensible à ce type d'échange. On va pouvoir identifier les deux résonances des deux protons si jamais l'échange est lent.
En revanche, si l'échange est rapide, on va avoir un effet de moyenne et on n'aura plus qu'une seule résonance. Et puis si on n'a pas de chance, on va se retrouver dans le régime dit intermédiaire, où là on a une coalescence des pics et en général le signal est tellement large qu'on a du mal à le détecter. Voilà, donc là vous voyez apparaître toute la difficulté de l'étude de ces systèmes-là. Donc il va falloir filtrer finalement le signal lorsqu'on a des systèmes qui sont hydratés pour s'affranchir du signal de l'eau libre, filtrer le signal de manière à récupérer des informations structurales sur les molécules qui sont absorbées en surface du matériau d'intérêt. Alors, ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est trois exemples tirés de ce que l'on fait au laboratoire. Deux exemples qui se situent dans le cadre de ce que l'on a un peu entendu ce matin, c'est-à-dire la nanomédecine, la vectorisation de principes actifs. Et puis, je vais me diriger vers un cas un petit peu plus complexe qui concerne la biominéralisation du tissu osseux, qu'a évoqué Marie-Madeleine tout à l'heure. Alors, les systèmes de stockage, relargage de principes actifs, on a eu des beaux exemples ce matin. Aujourd'hui, on est capable de faire, enfin les chimistes sont capables de faire des systèmes qui sont extrêmement complexes, extrêmement sophistiqués, pour pouvoir justement libérer un principe actif à l'intérieur d'une cellule. Alors le nanovecteur en lui-même, il peut avoir une nature variée, donc ça peut être des polymères, des liposomes, des matériaux inorganiques, des hybrides. Et lorsqu'on s'est intéressé à ces systèmes-là, c'était il y a maintenant 10 ans, on s'est intéressé à un système relativement simple, je dirais simpliste maintenant par rapport à ce qui se fait couramment. Il s'agissait en fait d'ibuprofène, qui est un anti-inflammatoire classique, encapsulé dans des silices mésoporeuses de type MCM41. Et les pharmaciens galénistes avec qui nous collaborions étaient intéressés à comprendre les cinétiques de largage de l'ibuprofène, qui, comme vous le voyez, sont bien plus rapides pour de l'ibuprofène encapsulé par rapport à de l'ibuprofène pur qui est ici. L'ibuprofène pur étant simplement la molécule cristallisée que l'on retrouve dans les cachets que l'on vend en pharmacie. Et la question que l'on se posait, c'était est-ce que justement il n'y avait pas, ce largage rapide n'était pas lié à des interactions spécifiques que l'on pourrait retrouver entre la molécule et la silice. Alors voilà ce que l'on obtient lorsque l'on fait une étude par RMN du proton de ces systèmes. Là, vous avez l'ibuprofène pur, vous en avez un spectre qui est donc très large, qui est caractéristique d'un solide organique cristallin, en raison de la présence d'une interaction qui est très importante, qui est l'interaction moléculaire dipolaire entre protons, qui conduit à élargir les spectres. En dessous, ici, vous avez l'ibuprofène, cette fois-ci en solution, où là, on a un effet de moyenne sur cette interaction-là, et donc on récupère de la résolution, et on individualise quasiment tous les groupements protons. Et si vous regardez maintenant l'ibuprofène qui est encapsulé, vous vous rendez compte que son spectre est bien plus proche d'ibuprofène en solution que de l'ibuprofène pur, alors que le système est un solide. Donc on a un système qui est très dynamique. L'ibuprofène se comporte quasiment comme un liquide dans la silice mésoporeuse. Et la raison à ça, c'est quelque chose qui est assez connu, c'est que l'ibuprofène subit en fait un effet de confinement physique. Donc il suit un comportement de type Gibbs-Thomson, où on a en fait un abaissement des paramètres thermodynamiques en raison de la diminution de la taille des pores. Donc ça, c'est quelque chose qui est très connu. C'est connu depuis des décennies pour l'eau, par exemple, mais c'est connu aussi pour des molécules organiques. Là, c'est l'exemple du benzène, par exemple, encapsulé dans des matrices de silice, alors de type SBA15 cette fois-ci. Et vous voyez donc au fur et à mesure que l'on diminue la taille des pores de cette silice-là, on va diminuer la température de transition entre le solide et le liquide. Donc là, c'est exactement le même phénomène. Et c'était la première fois qu'on le démontrait sur un principe actif. Alors, je vous disais, on arrive quasiment à individualiser, dans ce cas-là, chaque résonance qui correspond à chaque groupement. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'on en perd une. On perd le proton ici, qui correspond à l'acide carboxylique qui se trouve à cet endroit-là. Et à l'inverse, on récupère une résonance supplémentaire. Donc, on était intéressé un peu par comprendre un petit peu ce phénomène-là. Donc, on s'est tourné vers un système modèle, une molécule modèle qui est l'acide benzoïque, qui comporte les mêmes groupements réactifs que l'ibuprofène. Donc là, on se trouve dans le cadre d'un modèle de système modèle. Donc ça commence à faire beaucoup de modèles. Là, Néanmoins, vous allez voir qu'on arrive à récupérer des informations qui sont importantes. Alors, donc, l'acide benzoïque, lorsqu'il est dans une matrice de silice mésoporeuse, il est confiné lui aussi. Vous voyez qu'on a des raies qui sont très fines. Ça, c'est les protons du cycle aromatique. On a toujours cette résonance un petit peu particulière. On ne sait pas trop d'où elle vient pour l'instant. Si on deutère, eh bien dans ce cas-là, voilà, on va pouvoir s'affranchir des signaux qui nous embêtent et de pouvoir se concentrer uniquement sur cette résonance-là. Et à partir du moment où je baisse la température, donc je vais petit à petit figer mon système, eh bien regardez ce qui se passe. Cette résonance, elle s'élargit, on observe une coalescence,
ce que je vous montrais tout à l'heure, et puis finalement on voit réapparaître l'aimantation sous forme de 2 résonances particulières. Donc là, vous voyez qu'on est capable de mettre en évidence la transition de phase entre le liquide, ou en tout cas le pseudo-liquide, et le solide, et que cette transformation d'un pic unique en 2 résonances témoigne d'un échange chimique rapide qui a lieu à température ambiante. Donc là, il ne nous restait plus qu'à mettre en évidence les deux signaux que l'on obtenait. Bon, on se rend compte assez rapidement que le signal de droite correspond à l'ibuprofène pur, et en filtrant par le silicium-29, c'est-à-dire en regardant uniquement les protons qui sont à proximité de la surface, on se rend compte que le deuxième pic correspond à de l'eau résiduelle, et que donc l'échange à température ambiante correspond à un échange de protons entre le groupement acide carboxylique et les molécules d'eau. Donc maintenant on a une vision assez finalement complète du comportement de l'ibuprofène dans les pores pour ce système-là à température ambiante. Donc on a un confinement physique où voilà, l'ibuprofène a un réarrangement rapide sur lui-même, donc un comportement quasi liquide. On a un échange rapide de protons entre les protons de l'acide carboxylique, de l'eau et puis aussi les silanols en même temps, je n'en ai pas parlé. Alors tout ça, ça conduit à quoi? Ça conduit finalement à des interactions qui sont faibles entre les molécules et puis entre les molécules et la surface. Et ça explique les vitesses de relargage rapide que je vous ai montrées tout à l'heure. Alors deuxième système, un petit peu plus complexe. Il s'agit d'un nanocomposite entre un liposome et de la silice, qu'on appelle un liposyle. Le liposome, le voici, donc c'est une bicouche phospholipidique. Là, le phospholipide qui est utilisé dans ce cas-là, c'est le DPPC, qui est composé d'une queue hydrophobe, d'une tête hydrophile. La tête hydrophile, vous constatez qu'il y a un groupe phosphate et une tête choline, donc il s'arrange en bicouche. Et nos collègues de la pharmacien galéniste de Montpellier sont capables de protéger ce liposome en faisant précipiter une fine couche de silice autour. Comme vous pouvez le constater ici, sur ces clichés de microscopie, on a une épaisseur de la couche de silice qui est de l'ordre de la dizaine de nanomètres. Alors l'intérêt de ce type de système, c'est qu'on peut protéger justement le liposome, qui est un objet en général qui est très sensible au pH, et en tout cas on le protège en milieu acide, et on est capable de pouvoir relarguer des principes actifs qui peuvent être à la fois hydrophiles, qu'on va pouvoir mettre au cœur ici, ou hydrophobes, en tout cas lipophiles, qu'on va pouvoir mettre ici dans la bicouche, on va pouvoir le relarguer sur des pH plutôt basiques. Et là, ce qui intéressait nos collègues, c'était de comprendre un peu la stabilité de cet objet, et en particulier de comprendre ce qui se passait ici à l'interface entre le liposome et la silice. Donc pour cela, on a utilisé une approche, on va dire, combinée, où nous avons obtenu des informations structurales par RMN. On a utilisé aussi la modélisation moléculaire de manière à modéliser ou proposer en tout cas des modèles d'interface liposome-silice, et ces modèles ont été validés ou bien exclus par calcul de paramètres RMN que l'on a confrontés avec les paramètres expérimentaux. Alors voilà ce que l'on obtient. Ça, c'est les résultats en RMN du proton. Encore une fois, ça, c'est de l'acquisition directe du proton. Et ça, ce sont les specs qui sont filtrés soit par le phosphore 31, c'est-à-dire qu'on va regarder les protons qui sont à proximité de la tête phosphate du lipide, soit filtrés par le silicium-29, et là on va regarder les protons qui sont à proximité de la silice. Et là on se rend compte que globalement on récupère peu ou prou la totalité des résonances qui correspondent aux phospholipides, ce qui signifie que le lipide est effectivement à proximité de la couche de silice. On a des signaux qu'on n'attendait pas quand même, ce sont des signaux qui correspondent à des espèces hydroxylées pris dans un réseau de liaison hydrogène, et ce qui nous a conduit finalement à proposer 2 types d'interfaces possibles. Entre une silice amorphe, ici, terminée par des silanols, et puis une interaction donc directe dans un premier temps avec le lipide, là on voit la tête phospholipidique ici, le phosphate et la choline, ou bien proposer un modèle où on a une interaction cette fois qui est médiée par des molécules d'eau, où la molécule d'eau va se trouver entre la tête lipidique et puis la silice. Et là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que finalement, l'interaction se faisait essentiellement par le groupement phosphate, ce qui est cohérent avec les RMN, mais ce qui était finalement pas forcément surprenant, mais ce qui est un petit peu différent de ce qui est proposé parfois dans la littérature, où on propose une interaction plutôt par le groupement choline. Alors, à la suite de cela, donc sur ces 2 modèles qui sont les modèles les plus stables que l'on a obtenus, on a fait des calculs de paramètres RMN, et là, on a pu finalement se rendre compte que, en regardant le déplacement chimique calculé du phosphore, on était dans le cas de droite bien plus proche de la réalité. Donc vous pouvez le constater ici, on a un bon accord avec les valeurs expérimentales. Donc on a pu facilement exclure le premier modèle. Et donc par voie de conséquence, finalement, l'interaction entre la silice et le lipide se fait via une molécule d'eau, une ou 2 d'ailleurs, ça dépend. Et de la même manière, si on calcule les déplacements chimiques en protons, on retrouve ces déplacements chimiques élevés que je vous ai montrés sur le spectre précédent.
Voilà, donc là encore une fois, on a une description qui est finalement assez poussée, assez précise de l'objet, où on a tout d'abord une couche de silice, on a des molécules d'eau qui sont interfacées, comme je vous disais en épaisseur, c'est 1 à 2, pas plus, et puis on a deux types de lipides, ceux qui font face ici à la silice et ceux qui sont plutôt à l'intérieur, qui font face au réservoir aqueux. Alors en plus, on peut aller jusqu'à distinguer les deux types de lipides en caractérisant leur dynamique qui est différente. On a dans ce cas-là le lipide qui est ici qui est bien plus rigide que le lipide qui est à l'intérieur de l'objet. Alors, dernier exemple, là je me place dans un cadre de biominéralisation et je vais m'intéresser au tissu osseux. Alors le tissu osseux, comme l'a dit Marie-Madeleine, il est principalement composé de minéral qui se présente sous forme de plaquettes nanométriques d'hydroxyapatite. La partie organique, c'est essentiellement des molécules de collagène qui sont sous forme de triple hélice. Et puis, troisième composante, on a de l'eau aussi. Comme vous le voyez, ce n'est pas la composante majoritaire. Alors, l'association de la partie organique et de la partie minérale, elle est très particulière. Les fibrilles s'assemblent, enfin, le collagène, pardon, s'assemble en fibrilles, se minéralise. Et comme l'a dit Marie-Madeleine, ça ne se minéralise pas n'importe comment. Les plaquettes d'hydroxyapatite vont se retrouver coalignées les unes aux autres, selon leur axe cristallographique C, et coalignées en plus à l'axe principal des fibrilles de collagène. Donc là, ce que nous avons cherché à faire au cours de cette étude, c'était de voir un petit peu les relations qu'on pouvait avoir entre ces trois composantes, et en particulier voir si l'eau n'avait pas un rôle à jouer dans la stabilité de ces édifices-là. Alors pour cela, il a fallu caractériser un échantillon d'os, mais hydraté. Donc on a étudié des échantillons d'os frais, où l'hydratation native de l'échantillon est préservée. Donc on a tout simplement récupéré de l'os qui avait été extrait d'une brebis, d'ailleurs lors des expériences présentées par Marie-Madeleine tout à l'heure, lors des expériences d'implant, et que l'on s'est empressé d'étudier par AMN. Alors voilà ce que l'on obtient. Dans un premier temps, je vous montre des résultats sur de l'apatite dite stoichiométrique, donc la phase que l'on peut obtenir, une phase synthétique que l'on obtient en laboratoire. L'ARMN permet, là je vous ai montré jusqu'à présent que des spectres unidimensionnels, mais l'ARMN permet de faire des spectres bidimensionnels. Donc là, dans ce cas-là, je vais corréler le proton au noyau phosphore 31 que l'on retrouve dans le minéral, donc dans l'hydroxyapatite. Voilà ce que l'on obtient ici, on obtient des cartes de ce type-là. Là, j'ai une seule résonance qui correspond à la corrélation entre la résonance unique des phosphates et la résonance unique des hydroxyles, ce qui correspond à la structure cristalline de l'hydroxyapatite, puisque j'ai un seul site cristallographique pour les phosphates à proximité de l'unique site cristallographique des hydroxyles. Voilà maintenant ce que j'obtiens pour l'os. Pour le minéral osseux, je n'ai pas une seule tâche, cette fois-ci j'en ai deux. Donc la première correspond, là, vous voyez en termes de déplacement chimique, correspond à celle-ci, où effectivement j'ai des phosphates à proximité de groupements hydroxyles, donc là ce sont les phosphates dans un environnement de type apatitique, et puis j'ai d'autres types de phosphates, comme vous pouvez le constater, c'est en réalité le même déplacement chimique, peu ou prou. Là par contre, la largeur ne va pas être la même, on va les distinguer de cette manière-là, et ces groupements-là vont corréler avec cette fois-ci des molécules d'eau caractéristiques par leur déplacement chimique. Donc vous voyez que j'ai deux populations, cette fois-ci je détecte deux populations de phosphates. Alors je peux montrer en fait que ces phosphates-là se trouvent en surface des particules en réalisant des échanges isotopiques H2O des deux O. Donc à partir du moment où j'échange, je fais disparaître spécifiquement cette tâche-là. Donc c'est-à-dire que ce sont des phosphates qui sont accessibles à cet échange, donc a priori en surface du minéral. Et donc je peux décrire mon minéral osseux de cette manière-là. Je vais avoir a priori un cœur apatitique, avec des phosphates ici au cœur, et puis des phosphates qui vont se trouver en surface de la particule, à l'intérieur d'un domaine de surface plutôt désordonné et largement hydraté. Alors, vous allez me dire que finalement, le fait de travailler avec un échantillon hydraté, le fait de détecter des molécules d'eau en surface de particules, finalement, il n'y a rien quand même d'extraordinaire à ça. Sauf que, en réalité, c'est un petit peu plus compliqué, comme je vais vous le montrer. Si je reprends mes échantillons d'hydroxyapatite de synthèse, donc d'une hydroxyapatite dite stoichiométrique, une phase haute température, je prends ma poudre, je la mouille de manière artificielle, je regarde ce qui se passe, et bien comme vous pouvez le constater, je n'ai pas vraiment d'absorption forte de molécules d'eau à la surface. Je vais vous regarder, j'ai une petite tache ici, ce n'est pas très très important. Si jamais je regarde d'autres phases de phosphate de calcium, je peux regarder la brouchite, celle que je vous ai montrée tout à l'heure, j'ai exactement le même phénomène. Je n'ai pas d'absorption forte de molécules d'eau. En revanche, si je précipite des hydroxyapatites dites biomimétiques, ce dont vous a parlé Marie-Madeleine tout à l'heure, à partir de solutions de SBF, donc qui présentent les mêmes caractéristiques
que le minéral osseux, donc déjà des caractéristiques, on va dire, géométriques, ce sont aussi des petites plaquettes de taille nanométrique, avec ça c'est important, j'en ai pas parlé, mais avec un pourcentage de carbonate relativement élevé, qui possède aussi cette même, on va dire, cette même organisation un peu corps-couronne de la particule. Et bien dans ce cas-là, si je mouille cette fois-ci ma poudre, vous voyez que dans ce cas-là, je suis capable d'observer une forte absorption de molécules d'eau. J'ai un peu le même système que pour l'eau. Donc ça veut dire que l'absorption, en tout cas vue par AMN, de molécules d'eau en surface d'un minéral dépend évidemment fortement de la surface. Et vous voyez qu'au sein même d'une famille comme les phosphates de calcium, je vais avoir des résultats très différents selon que je regarde quelque chose de très, on va dire, cristallin, ou bien une surface qui va être plutôt désordonnée, où là je vais favoriser l'absorption d'eau. Alors je peux aller plus loin encore. Peter Fratzel en a parlé un petit peu ce matin, l'a introduit en tout cas. Je peux aller jusqu'à un peu regarder le rôle que peuvent avoir ces molécules d'eau sur une organisation tridimensionnelle des particules. Et donc là, c'est ce que l'on a fait en cryomicroscopie, donc ce qui permet de regarder des objets en présence d'eau. Et là, dans ce cas-là, vous voyez que les particules, donc qui sont les mêmes que tout à l'heure, les particules biomimétiques, une fois qu'elles sont dispersées dans l'eau, ça c'est les clichés que l'on obtient. On obtient des agrégats, voilà, des choses qui sont très agrégées, ce qui en soi donc n'est pas surprenant puisque les objets sont hydrophiles comme je l'ai dit. Si on regarde de plus près, et là c'est un petit peu plus étonnant, on se rend compte que pour beaucoup d'objets, finalement les particules se trouvent être sur la tranche. On les observe sur la tranche ici comme ça, tac, 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 tac. Et si on zoome, voilà ce que l'on observe. On voit que finalement, en présence d'eau, on est capable, enfin en tout cas on observe finalement des agrégats de particules à la fois latéralement, pardon, donc comme ça, où les particules sont côte à côte, et puis aussi en longueur, comme ça. On a plusieurs particules comme ça qui s'enchaînent, 1, 2, 3 éventuellement. Alors que si vous êtes en absence d'eau, vous faites du thème standard cette fois-ci, pas du cryothème, mais vous voyez que la plupart des particules se posent à plat sur la grille, on n'observe pas vraiment ce type d'objet. Donc ça, c'était relativement intéressant d'observer ça, puisque finalement, ce type d'organisation, ici, donc ça c'est pour des plaquettes d'apatite en présence d'eau, mais sans additifs organiques, ça ressemble furieusement à ce que l'on voit, ce que l'on observe pour le tissu osseux, où là par contre j'ai une trame organique, puisque j'ai le collagène ici en plus, mais vous voyez que là aussi, j'observe des particules sur la tranche, tac, tac, qui sont co-alignées les unes par rapport aux autres, qui sont co-alignées par rapport à l'axe des fibrilles, mais là, si vous voyez, on obtient la même chose, mais sans les fibrilles de collagène, juste par l'effet, on va dire, un effet plus ou moins de colle, finalement, des molécules d'eau qui interagissent avec la surface des particules. Voilà, j'en ai fini de mon exposé. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont travaillé sur ces projets, en particulier nos collègues pharmaciens galénistes de Montpellier, Jean-Marie de Voissel et Corinne Tourné-Péteil, pour les systèmes où l'ibuprofène est encapsulé, puis Sylvie Bégu à Aubert pour les liposyles. Voilà. Et puis, si juste pour la partie cryothème, Gérard Peau-Arnaudet à l'Institut Pasteur, et je vous remercie pour votre attention.